Bonjour et bienvenue à cette vidéo sur la conservation de l'énergie mécanique. Commençons tout de suite. La conservation de l'énergie mécanique, aussi appelée théorème de l'énergie mécanique, nous dit que l'énergie mécanique totale reste constante, en l'absence de forces dites non conservatives, qui ne conservent pas l'énergie, comme les frottements par exemple. L'énergie mécanique est la somme des énergies cinétiques et potentielles. Mathématiquement, on peut écrire ça en disant que l'énergie cinétique, EC, un point quelconque A, plus l'énergie potentielle EP, un point en ce même point, sera égale à l'énergie cinétique plus potentielle en tout autre point B. Cette somme est la même en tout point. Encore une fois, du moment qu'on n'ait pas de frottement, des forces qui dissipent l'énergie, ni de moteur par exemple, des forces qui ajouteraient de l'énergie. D'ailleurs, l'énergie cinétique a pour expression EC égale 1 demi mv carré, où EC est en joules, m est la masse en kilogrammes et v est la vitesse en mètres par seconde. L'énergie potentielle a plein de formes différentes. Il y a celle de pesanteur uniforme, et radiale aussi, électrique, élastique, bref, il y en a beaucoup, mais dans cette vidéo, on va se concentrer sur le champ gravitationnel uniforme. Ce qui veut dire qu'on considère le poids comme constant près de la surface de la Terre ou d'une autre planète. Dans ce cas, l'énergie potentielle de pesanteur a pour formule EPP égale mgh, où EPP est l'énergie potentielle de pesanteur en joules, m est la masse en kilogrammes, g est le champ gravitationnel à la surface de la Terre, de valeur de 9,80 mètres par seconde au carré sur Terre, et h est la hauteur en mètres. Parfois, la hauteur est aussi notée par un z ou par un y. On peut s'imaginer ces deux types d'énergie comme deux tasses avec du thé dedans. On peut convertir de l'énergie cinétique en potentiel et inversement, mais du moment qu'on ne renverse pas le thé et qu'on n'en ajoute pas encore, le volume total dans les deux tasses restera constant. Ce théorème s'avère extrêmement puissant. En effet, si la deuxième loi de Newton est puissante aussi, parfois les équations deviennent compliquées. Dans les cas où on nous demande seulement une vitesse ou une position, par exemple, sans mention de temps, l'énergie peut être beaucoup plus efficace. Mais donc, appliquons. Prenons l'exemple d'une chute libre sans frottement. Un corps, initialement au repos, tombe d'un point A, à une hauteur h, à un point B, sous l'influence du poids. Quelle est la vitesse au point B? Supposons que la hauteur au point B est nulle. Alors, vu qu'il n'y a aucun frottement, l'énergie mécanique se conserve. On écrit donc ECA plus EPA égale ECB plus EPB. L'énergie cinétique en A est nulle, puisque le corps est initialement au repos. L'énergie potentielle finale est aussi nulle, puisque la hauteur finale est nulle. L'énergie potentielle en A est mgh, et l'énergie cinétique en B est 1 demi mvb carré. On enlève les trucs nuls, et il ne reste plus qu'à isoler VB. Les masses se simplifient, on multiplie par 2, on prend la racine carrée, et on obtient VB égale racine carrée de 2GH. Juste pour comparer, voilà à quoi ressemblerait une résolution à la Newton. Ça marche, mais c'est plus compliqué. Mieux vaut utiliser l'énergie. Ok, maintenant, que se passe-t-il si le point B est lui-même situé à une certaine hauteur au-dessus du sol? Est-ce que ça va changer notre situation si la distance entre A et B reste la même? Je vous laisse réfléchir un peu. La réponse est non. On peut appliquer la conservation de l'énergie mécanique, mais cette fois, l'énergie potentielle finale n'est pas nulle, mais est égale à mgHb, hb étant la hauteur en B. On met mgHb de l'autre côté, on divise par m, on multiplie par 2, on prend la racine carrée comme avant, et on obtient Vb égale racine carrée de 2g multiplié par HA moins HB. Donc la seule chose qui compte, c'est la différence de hauteur entre les deux points. D'ailleurs, on aurait très bien pu bouger la hauteur 0 vers le haut, pour que la hauteur finale soit nulle, car l'emplacement de notre origine n'a aucun impact sur le résultat. Bref, on fait comme on veut. Un deuxième exemple, celui de la luge ou de la montagne russe ou du skieur. En gros, on a juste deux points, A et B, connectés par une pente courbée, sans frottement, sur laquelle on a une luge qui commence en A sans vitesse initiale.
les hauteurs sont connues. Quelle est la vitesse finale? La réponse est exactement la même qu'en chute libre. On peut appliquer la conservation de l'énergie mécanique. L'énergie cinétique initiale en A est nulle. EP en B est de mg/hb. En A, l'énergie potentielle est mg/ha. Reste à isoler VB et on obtient VB égale racine carrée de 2G multiplié par H1 moins HA moins HB. Dans les exos, on peut aussi vous donner la vitesse finale, par exemple, et vous demander la différence de hauteur. Ce ne sera pas toujours forcément la même chose, mais voilà. Ok, dernier exemple pour être sûr qu'on a compris. Regardez ces deux pentes rectilignes, toutes deux de hauteur Z. Intuitivement, on pense qu'on va plus vite sur une pente plus raide, mais est-ce le cas? Je vous laisse réfléchir un peu. La réponse est oui et non. La question était vague. Non dans le sens où la vitesse finale est la même dans les deux cas. On applique le même raisonnement qu'avant. Ici, la vitesse ne dépend que de la hauteur. En fait, quelle que soit la hauteur, les vitesses seront les mêmes. En revanche, la pente de droite, qui est plus raide, est moins longue. Donc c'est pour ça que ça prend moins longtemps. La vérité, c'est qu'il y a encore plein d'exos où on pourrait appliquer la conservation de l'énergie mécanique. Dans le cas du ressort, du mouvement d'un projectile, du pendule simple, de l'orbite elliptique d'une planète, sur une piste hélicoïdale, ou encore pour calculer la vitesse de libération dans un champ gravitationnel. Les liens vers ces vidéos-là sont en description. Les applications ne semblent jamais se terminer, mais cette vidéo doit. Merci d'avoir regardé cette vidéo.